Bonjour à tous et bienvenue à ce premier webinaire de l'année. Nous recevons aujourd'hui le professeur Alain Cauzon qui va aborder le thème du protocole de Nagoya. La présentation va durer 45 minutes. N'hésitez pas à poser vos questions dans la section questions au cours de la prise de parole. Et puis 15 minutes seront dédiées aux questions-réponses à l'issue de cette présentation. Je passe tout de suite la parole à Alain et je vous souhaite un très bon webinaire. Merci Justine, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc je me présente Alain Cauzon, je suis professeur émérite à l'université Claude Bernard Lyon 1 dans le domaine de la biochimie. Alors mon domaine scientifique c'est disons la structure et la fonction des protéines et plus particulièrement les modifications post-traductionnelles des protéines, mais je vous rassure, aujourd'hui je ne vous parlerai pas de protéines, je vais donc vous parler, comme l'a annoncé Justine, du protocole de Nagoya. Alors, qu'est-ce que c'est que ce protocole? Le protocole de Nagoya pose les bases légales de 3 points, pour faire simple. Le premier, c'est l'accès aux ressources génétiques, qu'on appelle RG, ressources génétiques, et aux connaissances traditionnelles associées, les CTA. Alors, qu'est-ce que c'est que les connaissances traditionnelles associées? Ce sont des connaissances qui sont détenues par des communautés d'habitants, donc en relation avec l'utilisation qui peut être faite en pharmacopée, en mode de production agricole, l'usage coutumier des ressources biologiques, etc. Alors, qu'est-ce que c'est par définition, selon le Code de l'environnement, qu'une communauté d'habitants? Je vous donne la définition. Les communautés sont celles qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance du milieu naturel et dont le mode de vie représente un intérêt pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité. Voilà ce que c'est qu'une communauté d'après sa définition. Donc, accès aux ressources. Deuxième point, c'est le partage des avantages découlant de leur utilisation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut avoir comme avantage pour à partir des analyses et de l'utilisation qu'on a faite de ces ressources. Et c'est à partir des initiales accès A, partage P et avantage A que l'on parle de réglementation APA. Troisième point, quand tout est en ordre et qu'on s'est mis d'accord sur l'utilisation, aussi bien l'utilisateur que le fournisseur, eh bien, il faut montrer qu'on est en conformité avec cette réglementation et que donc on peut commencer la recherche. Alors, avant d'aller plus loin, on peut enlever le... C'est OK, là? Je puisse voir là. Merci. Donc, avant d'aller plus loin, je voudrais faire une remarque, c'est-à-dire sur ce webinaire. Bon, que ça soit clair, je n'ai pas l'intention, et je n'aurai pas le temps de toute façon, ni probablement la compétence, de faire une analyse exhaustive et complète du sujet. Vous verrez, c'est relativement complexe. Donc ça, c'est le premier point. Ce que je souhaite faire aujourd'hui, c'est simplement attirer l'attention sur l'importance de ce protocole, en présentant les grandes lignes, on va survoler ça, et puis surtout peut-être, parce que c'est une question qu'on me pose souvent, qu'est-ce qu'il faut faire pratiquement pour se mettre en conformité? Donc à la fin de cette présentation, je vous donnerai les pistes correspondantes. Quel est le principe de base? Le principe de base qui est fort louable d'ailleurs pour ce protocole, c'est d'établir une relation juste et équitable entre un utilisateur et un fournisseur de ces ressources-là. Il faut que chacun y trouve son compte. Et sachant que le fournisseur, qui est le point de départ des opérations, c'est un pays qui a toute souveraineté pour gérer la façon dont ces ressources, que ce soit strictement les RG ou les CTA, peuvent être utilisées. Voilà, le point de départ, c'est ça, trouver. En fait, l'idée, c'était d'éviter ce qui malheureusement s'est fait assez souvent dans le passé, la biopiraterie, c'est-à-dire l'utilisation abusive de ressources, sans que le fournisseur, qui quelquefois n'était même pas au courant, même le plus souvent, n'ait récupéré quelque avantage que ce soit de ces ressources qui en fait au départ étaient les siennes. Alors, sans entrer dans trop de détails, un peu d'historique, tout est parti de la Convention sur la diversité biologique qui s'est tenue donc au sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 92, donc c'est-à-dire il y a presque 20 ans maintenant.
Le protocole a été adopté internationalement à Nagoya, d'où son nom, en 2010. Il est entré en vigueur sur le plan international en 2014 et au niveau de la France, eh bien, il y a plusieurs étapes. Vous savez, il y a signature, ratification, adhésion, etc. Au niveau de la France, la ratification s'est faite en 2016 et l'entrée en vigueur en juillet 2017 avec les lois et les décrets qui vont avec, évidemment. Donc, si j'essaie de résumer là encore la situation, en clair, ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis le 1er juillet, puisque c'est le 1er juillet 2017 qui est concerné, tout chercheur ou toute entreprise, il ne faut pas oublier que les entreprises, j'y reviendrai un peu plus tard, que ce soit des chercheurs ou des entreprises françaises ou étrangères qui désirent accéder à ces ressources sous souveraineté française, doivent se conformer à la réglementation APA du pays en question. Pour nous, c'est la France. La même contrainte existe vis-à-vis de tout autre pays qui fait partie qui a signé le protocole. Et par conséquent, il y a intérêt à connaître, je vous dirai tout dans un instant comment, quels sont ces pays. Alors, si je fais d'ailleurs un premier bilan, vous voyez à travers ce diagramme-là, cette présentation-là, aujourd'hui, il y a, là, ce schéma remonte à janvier 2020. En janvier 2020, il y avait 122 pays qui étaient partis au protocole de Nagoya. Le dernier bilan en octobre 2020, c'est relativement récent, le chiffre était de 128, donc ça commence à faire pas mal. Sur ce schéma est représenté en mauve les pays qui sont partis au protocole. Vous voyez qu'il y en a quand même pas mal, toute l'Europe évidemment, mais il y en a aussi beaucoup, on peut dire beaucoup, qui sont représentés en noir, qui ne sont pas partis au protocole. Et parmi ceux-là, bien, vous avez les États-Unis, vous avez le Canada. Alors, le Brésil est un peu particulier, il ne fait pas partie, mais il a sa propre législation. L'Afrique du Nord ne fait pas partie, l'Australie, Israël, voilà. Donc, la Russie non plus. Voilà. Donc, là où on en est au total, d'ailleurs, si on fait le bilan, il y a 76 pays qui ne sont pas partis au protocole. Voilà le bilan actuellement de ceux qui en font partie et de ceux qui en font pas partie. Alors, j'indique tout de suite, je viens de le dire au passage pour le Brésil, un pays qui n'est pas parti au protocole, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas sa propre législation pour la gestion, l'utilisation des ressources. Mais à ce moment-là, il faut le contacter par son point focal, je vous donnerai la liste tout à l'heure, et savoir comment ça se passe avec lui quand on veut utiliser des ressources qui sont dans ce pays-là. Quelles sont les activités concernées? Alors, d'une manière générale, toutes les activités qui portent évidemment sur la composition génétique des matériels d'origine, qu'ils soient animal, végétal ou microbien, et puis, ce qu'on oublie quelquefois, également la composition biochimique, c'est-à-dire non seulement les gènes, mais également les produits d'expression des gènes sont soumis à ce protocole-là. Il faut bien y faire attention. Donc ça, c'est le point de départ. Toute valorisation qui découle des activités, alors ça peut être des publications, une formation, un développement commercial, il y a tout un tas de valorisations. Voilà. Et puis, évidemment, même raisonnement pour les communautés d'habitants lorsqu'il y a une valorisation possible à partir des ressources qu'ils proposent. Alors, le jeu, c'est de savoir est-ce que les ressources auxquelles je vais faire appel, ou le pays concerné, dans le pays concerné, fournisseur, est-ce qu'elles sont couvertes ou non par la réglementation APA? C'est-à-dire, est-ce que je dois faire un dossier complet, un peu compliqué, pour me mettre en conformité, ou est-ce que j'ai, je vais le dire comme ça, la chance que la ressource à laquelle je fais appel n'est pas couverte par l'APA, donc je n'ai rien à faire. Alors, ces ressources non couvertes par APA, j'en donne quelques exemples là. La liste n'est pas exhaustive, je vous rassure. Tout ce qui est ressources génétiques humaines, pas besoin d'APA. Les ressources génétiques couvertes par des instruments internationaux particuliers. Alors là, j'ai cité le TIRPA. Le TIRPA, qu'est-ce que ça veut dire?
c'est le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. Donc, ce traité-là n'entre pas dans la réglementation APA, mais il a sa propre réglementation. De la même façon, pour l'OMS, le cadre de préparation de l'OMS en cas de pandémie de grippe, et actuellement, on est bien concerné, je ne vous fais pas un dessin là-dessus, n'entre pas non plus parce qu'il y a une propre législation et réglementation. Tout ce qui est ressources provenant d'espèces utilisées comme modèle. Alors, modèle, ça a été un long débat. D'abord, je vous donne la définition qui est dans le Code de l'environnement. Qu'est-ce que c'est qu'une espèce modèle? Une espèce modèle est une espèce utilisée préférentiellement par la communauté scientifique pour l'étude de mécanismes biologiques dont les résultats peuvent être étendus à d'autres espèces moins accessibles ou moins documentées en se fondant sur la conservation des fonctions et des gènes au cours de l'évolution. C'est un peu long, mais il y a une définition officielle de ce qu'est une espèce modèle. Il est intéressant de savoir qu'après des débats relativement longs et un peu délicats, il est sorti le 3 septembre 2019 un arrêté dont la liste est dans le journal officiel du 4 octobre 2019, donnant la liste justement des espèces modèles. Et quand vous consultez cette liste, je pourrais vous donner la référence si vous êtes intéressé, précise, il y a plus de 1000 espèces qui sont considérées comme modèles, aussi bien chez les bactéries, les virus, les champignons, les animaux, le rat, etc. Donc, si vous travaillez sur une espèce de ce type, ouf, vous n'avez pas besoin de passer par la réglementation APA. Les molécules de synthèse, si c'est vous qui les fabriquez, pas besoin de faire un dossier. Banque de données, c'est une question que je pose souvent. Banque de données et des séquences d'ADN, si elles sont déjà publiées, pas de problème, vous pouvez les utiliser sans autre forme de procès. Tout ce qui est observation, comptage, un peu phénoménologique, des descriptions de plantes et d'animaux, pareil. Les CTA, connaissances traditionnelles associées, quand on ne sait pas très bien à quelle communauté d'habitants on les doit, ben, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de faire un dossier particulier. Alors, je disais il y a un instant, ce ne sont là que quelques exemples. Je vais vous en donner quelques-uns de plus pour vous montrer la diversité. C'est très bien. Si on arrive à tomber parmi ces séquences-là, c'est très bien. De situations et de ressources qui ne sont pas l'objet d'une réglementation APA. Exemple, les produits trouvés en haute mer. Alors, qu'est-ce que c'est la haute mer? Ce sont les eaux qui vont au-delà des eaux territoriales, c'est-à-dire qui se trouvent à plus de 24 000 marins des côtes d'un pays. À ce moment-là, tout matériel que vous prélevez en haute mer, pas besoin de faire un dossier. Les modes de valorisation, ça c'est aussi particulier, les modes de valorisation des produits agricoles, alimentaires ou forestiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, un produit qui est label rouge ou qui a le label fermier ou le label montagne ou appellation d'origine, pour tout cela, ces appellations-là, pas besoin de faire un dossier. La sauvegarde des intérêts de la défense et de la sécurité nationale, pareil, pas besoin de faire un dossier. Alors, il y a une question qui se pose assez souvent dans nos communautés, c'est les biotechnologies. Quand on fait de la biotechnologie, est-ce que oui ou non, il faut faire un dossier? Est-ce que ça relève de l'APA? Si l'application de la biotechnologie dont on s'occupe fait en sorte que la source génétique, la ressource génétique concernée ne fait pas l'objet elle-même de recherche ou de développement, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de faire un dossier. Je vous donne un exemple. Vous utilisez des levures dans le brassage de la bière. Mais là, uniquement c'est l'utilisation, il n'y a pas de recherche ou de développement qui est réalisé sur la ou les levures dont vous vous occupez, dont vous avez besoin. Donc, vous les utilisez telles quelles, ces levures. À partir de là, vous pouvez considérer que ça n'est pas l'objet d'une réglementation APA que vous êtes obligé de souscrire. Voilà. Alors, je répète, il y a tout un tas d'autres situations où l'APA, les ressources ne sont pas couvertes. Je dirais presque, quelquefois, c'est presque un cas particulier. Il faut donc l'analyser. On est là pour ça, si vous avez besoin d'un coup de main pour déterminer oui ou non, je fais un dossier. On peut vous aider pour ça. Alors, je vais un peu plus loin.
Et je reviens aux formalités à accomplir. Vous voyez, j'ai mis un millefeuille parce qu'effectivement, bon, ben, vous allez voir, bon, c'est pas inextricable, mais il faut savoir où on met les pieds et dans quel ordre il faut procéder. Tout d'abord, entre le pays fournisseur et l'utilisateur, ça c'est d'une manière très très générale, il y a deux choses à faire. La première, c'est d'obtenir un consentement préalable donné en connaissance de cause, c'est-à-dire on s'adresse à un pays qui va être le pays fournisseur et on dit est-ce que vous êtes d'accord pour que j'accède à votre ressource, à vos ressources. Alors en anglais, ça s'appelle PIC, Prior Informed Consent, c'est la même chose. Il faut d'abord trouver un accord de principe. Si l'accord est obtenu, si le pays vous dit OK, à ce moment-là, il y a une deuxième phase, c'est se mettre d'accord sur le partage des avantages, faire la liste des avantages potentiels ou que l'on peut vraiment envisager après l'utilisation de ces ressources. Donc, ce qu'on appelle les conditions convenues d'un commun accord, CCCA, pour se mettre d'accord qui fait quoi et que chacun soit, je veux dire, gagnant-gagnant dans une opération de ce type. Donc, en anglais, c'est le MAT, Mutually Agreed Terms. Ça, c'est les deux premières opérations qu'il faut faire de toute façon. Alors, selon les pays, ces deux formalités prennent des formes variables. C'est le pays fournisseur qui est toujours disons, le maître d'œuvre en la matière. Pour la France, par exemple, selon le type de ressources génétiques ou de CTA dont vous avez besoin, vous avez simplement, à la place du PIC et du MAT que l'on vient de décrire, trois possibilités. Si vous avez accès, si vous demandez en France un accès à des ressources qui n'ont pas de but commercial dans votre opération, dans votre programme, vous avez simplement à faire une déclaration. Et pour cela, vous avez un formulaire tout prêt qui est CERFA 15786-01. Vous l'avez sur le net, il n'y a pas de problème, vous le remplissez. Et l'opération, les deux premières opérations sont ainsi réglées. Si c'est pour utiliser des ressources avec un but, dès le départ, un but annoncé, un but commercial, donc là, ce n'est plus une déclaration, c'est une autorisation qu'il faut avoir. Et donc, vous avez un autre formulaire à remplir avec toutes les informations sur le projet en question. Et puis, si c'est une utilisation des connaissances traditionnelles associées, c'est un troisième formulaire qui nécessite aussi une autorisation et qu'il va falloir également remplir. Alors, pour maintenant les ressources prélevées en Europe, c'est-à-dire les pays européens, quand vous avez établi d'une part le PIC et le MAT ou leur équivalent avec le pays fournisseur, quand les formalités avec ce pays sont accomplies, eh bien, l'utilisateur doit faire preuve d'une troisième étape, de ce qu'on appelle la diligence nécessaire, en anglais c'est due diligence, c'est-à-dire qu'il faut qu'il déclare à l'Europe qu'il s'est mis en conformité. Donc, c'est une forme de garantie. Et pour cela, vous avez un formulaire que vous trouvez à l'adresse sur le site que je vous indique là, que je pourrais vous redonner plus tard si vous voulez. Donc, ça, c'est obligatoire quand c'est pour l'Europe. Alors, pour la France, là, vous allez voir, il y a encore une situation un peu particulière. La due diligence doit être envoyée au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui est mandaté par l'Europe pour la recevoir. Donc, ce n'est pas la peine de l'envoyer à Bruxelles ou ailleurs. Vous l'envoyez au ministère en question, au MESRI, et donc la due diligence, la diligence nécessaire, c'est ce ministère qui vous la délivrera. Et puis enfin, pour compléter le tableau, quand tout ça est en ordre, que vous avez la due diligence, etc., le pays fournisseur délivre un certificat de conformité internationalement reconnu, c'est IRCC, International Recognized Certificate of Compliance, qui est envoyé au bureau de la Convention de la biodiversité et qui se trouve à Montréal, et qui donc, mais ça, c'est pas vous qui vous en occupez, c'est le pays fournisseur qui le fait, et qui donc fait un enregistrement au niveau international de l'opération que vous avez réalisée ou que vous êtes en train de réaliser. Bon, pour la diapo suivante, c'est un résumé de ce que je viens de vous dire, donc l'ABC de l'ABS. Alors ABS, c'est Access and Benefit Sharing, c'est-à-dire la traduction anglaise de APA. Donc, il y a trois phases en question qu'on a déjà décrites. L'accès, il faut d'abord, on a l'autorisation d'accéder à la ressource que l'on souhaite avoir.
établissement d'un accord entre le fournisseur et l'utilisateur pour le partage des avantages, et puis la conformité lorsque vous entrez dans le règlement dans les pays de l'Union européenne. Donc, c'est un résumé de ce que vient de dire ici. Alors, soyons encore un peu plus pratiques. À qui faut-il s'adresser lorsqu'on a un projet qui relève de l'APA? Il y a deux niveaux. Premier niveau, pour tout ce qui est déclaration, qu'elle soit à but, pour les déclarations qui sont à but non commercial, c'est ce que je disais tout à l'heure, les déclarations en question sont adressées au ministère de la Transition écologique et solidaire. Il en est de même pour les demandes d'autorisation, c'est-à-dire pour les demandes de ressources à but commercial et pour les CTA. L'adresse à laquelle vous devez envoyer ça, vous l'avez, le site est indiqué là-dessus. Ça, c'est pour les déclarations, les demandes d'autorisation. Et pour ce qui est les due diligence, je viens d'en parler, c'est au ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation que vous devez faire la demande et donc déclarer votre projet avec les détails qu'on vous demande dans le formulaire en question. Donc, deux ministères qui travaillent ensemble, qui se connaissent. On a eu des représentants au début de l'année dernière qui sont venus nous trouver pour nous expliquer un peu tout ça. Donc, c'est assez bien articulé. Et en général, les réponses sont relativement rapides. Relativement, je dis bien, puisque j'en parle à ce niveau, sachez quand même qu'il faut s'y prendre suffisamment à l'avance pour avoir un retour de déclaration et a fortiori d'autorisation, c'est un peu plus long les autorisations, eh bien, il faut quand même quelquefois un mois et demi, 2 mois. Donc, et en principe, vous ne pouvez pas démarrer un projet si vous n'avez pas rempli un minimum de formalités. Donc, il faut prévoir ça à l'avance pour ne pas être pris de court à un moment donné. Pour ce qui est des ressources prélevées en France, donc je l'ai déjà dit, c'est les 3 types de déclarations. Je le remets ici au cas où vous n'avez pas pu le prendre tout à l'heure. Donc, déclaration, quand c'est sans but commercial, c'est un premier type de CERFA, 86. Quand c'est autorisation avec but commercial, 85. Et quand c'est une autorisation CTA, 84. Voilà, tout ça, on pourra vous le redonner si vous le souhaitez. Bon, là, c'était encore un résumé un petit peu général de ce qu'on vient de dire. Donc, vous avez sur ces schémas-là les fournisseurs qui sont soit les connaissances traditionnelles, soit les ressources génétiques, qui se mettent en accord, aller-retour, autorisation, accès, puis conditions de partage des avantages avec les utilisateurs. Quand tout est en règle, on peut utiliser. Et en retour, c'est les flèches rétro. Vous avez donc un partage qui se fait entre les utilisateurs et les fournisseurs. Donc, c'est tout ce que l'on vient de décrire. Alors, j'en viens à la dernière partie de ma présentation que j'annonçais tout à l'heure. Si vous êtes concerné, si votre projet nécessite, ou vous pensez qu'il nécessite, il faudra le tester, l'intervention du règlement du protocole, comment on fait? J'ai 4 diapos là-dessus. Première diapo, avant de commencer quoi que ce soit, il y a des démarches préliminaires à réaliser. Désigner un ou une responsable. Alors, ça paraît évident, peut-être, peut-être pas. Il est bon qu'il y ait une personne dans votre groupe, dans votre entreprise, dans votre laboratoire, qui centralise toutes les démarches relatives à cette opération. Ensuite, première chose qui suit, évidemment, c'est quel type de ressources, de quel type j'ai besoin? Ressources génétiques, commerciales, pas commerciales. Est-ce que ces ressources sont couvertes ou non par le protocole? Alors, on en revient au diapo de plus haut. Si ce n'est pas couvert, vous êtes tranquille, la démarche s'arrête là, vous n'avez plus rien à faire, vous pouvez continuer votre projet sans problème. Si elles sont couvertes, à ce moment-là, il va falloir aller plus loin et commencer par identifier où vous allez les chercher, quel est le pays fournisseur auquel vous allez vous adresser. Alors, pour les ressources collectées en France, je reviens, c'est un peu répétition, mais il vaut mieux répéter pour bien le comprendre. Il faut identifier le type de demande,
on a vu comment tout à l'heure, si c'est une déclaration non commerciale, autorisation commerciale, etc., vous remplissez le formulaire, on en a parlé, et vous adressez ce formulaire au ministère de la Transition écologique et solidaire par courrier avec accusé de réception. On vous propose également de le faire par net. On en a fait l'expérience, c'est pas toujours très convaincant. Moi, je vous suggère de le faire par courrier avec accusé de réception. Du coup, vous avez un accusé de réception et quand vous avez obtenu votre retour, eh bien, il faut savoir, alors ça, c'est un point aussi un peu particulier, le document que vous allez recevoir qui atteste que vous avez fait la démarche voulue, l'accusé de réception, il faut le conserver 20 ans dans le laboratoire, l'entreprise. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut un responsable. Ce n'est pas forcément lui qui, du début à la fin, continuera à s'occuper des opérations, mais au moins ce sera lui qui sera capable de transmettre tout le dossier à son successeur ou à sa successeur, si le féminin existe pour ce mot-là. Alors, pour les ressources collectées à l'étranger, alors à l'étranger, que ce soit en Europe ou dans le monde d'ailleurs, première chose à voir, est-ce que le pays fournisseur est parti au protocole? Alors, si c'est le cas, il faut identifier l'autorité compétente, c'est-à-dire l'autorité à laquelle, ce qu'on appelle le point focal, vous allez vous adresser pour savoir quelles sont les formalités à accomplir. Comment le savoir? Vous allez sur le site, vous allez sur le net et vous tapez Convention on Biological Diversity National Focal Points et là, vous avez, par ordre alphabétique, tous les pays, y compris ceux qui n'ont pas ratifié ou signé le protocole, qui vous dit à quel organisme, le nom, l'adresse, le site, le téléphone, vous devez vous adresser pour avoir des informations sur la façon de procéder pour cette opération. Quand vous avez identifié ce point focal, donc votre interlocuteur officiel, vous envoyez donc les deux documents habituels, la demande d'accès, le PIC, CPCC, si l'accès est autorisé, le Mutually Agreed Terms, c'est-à-dire la définition des avantages mutuels. Ça, c'est quand tout relativement facile, quand le pays est parti au protocole. S'il n'est pas parti au protocole, je l'ai déjà dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas forcément émis de règles d'accès et de partage. Mais à ce moment-là, elles lui sont particulières et c'est au point focal de ce pays que vous aurez l'information concernant la façon dont ce pays souhaite procéder pour vous donner accès et partager ses ressources. Donc, attention, ce n'est pas parce qu'il n'est pas sur la liste des parties au protocole qu'il ne faut rien faire, je dirais presque bien au contraire. Comment procéder pratiquement quand les ressources ont été, une fois qu'elles ont été obtenues? Donc, tout a bien avancé. On se met en conformité avec la réglementation européenne si l'utilisation des ressources a lieu dans l'Union européenne, quelle que soit la nationalité du chercheur, quelle que soit la provenance de la ressource, si c'est dans un laboratoire ou une entreprise de l'Union européenne, vous devez passer à l'étape due diligence, c'est-à-dire montrer en adressant le courrier au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le formulaire montrant due diligence que vous êtes en conformité. Et puis, dernier point, mais là, ce n'est pas vous qui vous en occuperez, quand tout est en ordre, que la due diligence est reconnue, etc., eh bien, le pays fournisseur délivre un certificat de conformité internationalement reconnu, je l'ai dit, qui est enregistré au bureau de la Convention à Montréal et qui donc officialise l'autorisation que vous avez désormais d'utiliser ces ressources dans les conditions en question. Voilà, j'en ai presque fini. Là, je vous projette un petit diagramme qui a beaucoup de sens. C'est le traitement des déclarations APA sur ces dernières années. Alors, je vous l'ai dit, la déclaration en France équivaut au PIC plus maths, donc ça simplifie un petit peu la question, et vous avez intérêt à le faire si votre projet est concerné. Alors, vous voyez, au début, puisque tout a démarré au 1er juillet 2017, la première année, il y a eu une déclaration qui a été faite. En 2018, 49. En 2019, 203. Et puis en 2020, on n'a pas encore le bilan, mais on peut imaginer qu'il y en aura encore beaucoup plus. Vous avez vraiment intérêt, les gens l'ont compris, à vous mettre en accord avec la réglementation en question et donc faire les déclarations. Ça, c'est uniquement pour les déclarations.
pour les autorisations, il y a d'autres histogrammes. Donc, c'est pour vous dire, si vous êtes concerné, faites-le, c'est important. Et je l'ai dit tout à l'heure aussi, il y a un certain délai avant d'obtenir les autorisations, les déclarations. Bon, 2 mois maximum, 1 mois et demi, un mois, bon, c'est quand même plusieurs semaines en tout cas, donc on a intérêt à s'y prendre un peu à l'avance. Je ne veux pas vous faire peur, et si vous lisez les textes en détail, vous vous rendez compte que, honnêtement, ce que je vais vous dire, je crains que ça ne se produise jamais, mais dans les textes, si vous êtes pris en flagrant délit de non-respect de la réglementation, vous encourez jusqu'à, écoutez bien, 150 000 € d'amende et 3 mois de prison. Alors, je doute que ça arrive un jour, mais c'est pour dire qu'on a intérêt à se mettre en conformité. Je vois par exemple les contrats que vous demandez à l'ANR, je pense, cet exemple, je le connais de près, eh bien, jusqu'à il y a récemment, on vous demandait, êtes-vous en conformité avec le protocole de Nagoya? Alors, vous cochiez une case et puis, sans forcément savoir ce qu'il y avait dedans, ça passait. C'est plus valable un temps, c'est plus possible. Si vous n'avez pas fait le minimum de démarches dans cette optique-là, vous risquez de ne pas avoir le contrat. 2, si vous l'avez obtenu malgré tout, on risque de vous redemander de verser les crédits qui vous ont été alloués. Donc, il faut faire attention, et c'est un peu le message que je vous passe ici. Il faut bien regarder si oui ou non vous relevez de cette APA, et si oui, ben, il faut faire un minimum. Alors, avant-dernière diapo, quelques références pour vous donner un peu plus de blé à moudre. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous en aurez certainement besoin. Alors, il y a plusieurs niveaux dans ces propositions de référence. La première, c'est un peu la Bible, c'est la Fondation pour la recherche et sur la biodiversité qu'il a émis, FRB Guide APA, 142 pages, évidemment, il faut avoir envie de les faire et de les tirer ou de les regarder. C'est quand vraiment vous avez un cas très très particulier et que vous adressez à cette Bible-là. Je répète, on peut vous aider si besoin est. Un peu plus digeste, le document qui est fourni par le MTES, le ministère de la Transition écologique et solidaire, qui s'appelle Accès et partage des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques, ne fait que relativement 11 pages. Il est assez bien détaillé, mais pas au-delà, j'allais dire, du raisonnable. Et puis les 2 dernières informations, références que je vous donne, une donnée par le MESRI et l'autre par l'ANR, c'est des présentations d'une seule page. Alors vous allez dire, il n'y a rien. Non, il n'y a pas grand-chose. Mais alors, il y a tout un tas de liens à partir de chacune de ces 2 pages-là qui vous permet d'accéder aux informations, quel type de déclaration, à qui je dois m'adresser, etc. Donc, c'est peut-être ça qu'il faut commencer par prendre pour enclencher le processus. Voilà. Alors, pour terminer complètement, sachant que ce n'est pas toujours évident de se mettre dans les clous, si je puis dire, ce que je vous suggère, alors ça c'est off the records, ce que je vous suggère, c'est si vous devez faire un dossier et que vous avez des difficultés et que vous souhaitez quand même démarrer au plus tôt votre projet, parce qu'en principe, tant que tout n'est pas en ordre, vous ne pouvez pas démarrer, eh bien, faites au moins une première démarche, un minima, qui consiste à établir un agrément sur papier libre. Vous avez des exemples sur le net, il y a plusieurs exemples de modèles, donc il n'y a pas de problème. Un agrément entre le fournisseur et l'utilisateur, qu'on appelle Material Transfer Agreement, MTA, à ne pas confondre avec le MAT, qui est le Mutually Agreed Terms. Et là, vous indiquez un minimum d'informations des 2 côtés pour montrer que vous avez commencé à songer à vous mettre en conformité et que donc vous faites tout le maximum pour arriver jusqu'au bout de la complétion du dossier. Vous pouvez vous adresser à moi, au pôle. Vous pouvez regarder les documents dont je vous ai parlé. Ce que je peux ajouter pour terminer vraiment, c'est que là, j'ai été très, très général, j'ai fait un survol, n'est-ce pas? C'était pour un peu vous sensibiliser. On envisagera probablement un peu plus tard dans l'année de faire une session supplémentaire à partir d'un cas un peu plus particulier, un peu plus précis, d'un témoignage d'un industriel
qui est bien entraîné à pratiquer le protocole de Nagoya, on vous en reparlera. Et je crois que Justine, pour conclure, veut vous dire un petit mot. Justine, si tu veux rajouter. Tout à fait. Merci Alain, déjà c'était très clair, comme d'habitude. Oui, donc pour faire suite à ce premier webinaire, on vous propose d'organiser un second webinaire avec un témoignage d'un industriel. Je voudrais juste vous lancer un petit sondage pour que vous nous disiez si vous êtes intéressé. Je pense qu'on pourrait l'organiser d'ici 3-4 mois ou en septembre. Voilà, je vous laisse 1 minute pour répondre. Là, tac. Et puis aussi, n'hésitez pas à poser vos questions, puisqu'Alain est encore disponible quelques minutes pour y répondre. On a déjà quelques questions que je vais pouvoir poser à Alain. Voilà, je vous laisse encore un peu de temps pour répondre au sondage. Voilà, je laisse le sondage ouvert encore 10 secondes et puis après on passe aux questions-réponses. Cinq, 4, 3, 2, 1. Merci beaucoup d'avoir répondu. Vous avez été 83% à répondre pour la petite anecdote. Alors, je passe aux questions-réponses. Et n'hésitez pas à rédiger vos questions dans la section questions. Oui, la première question, elle est très, elle s'adresse à tous. On nous demande si nous allons diffuser la présentation. Donc, oui, la présentation sera disponible à condition que vous m'envoyez un mail pour me la demander à justine.merlin@lyonbiopole.com. Voilà. Une deuxième question plus technique. Alors, Alain, elle te concerne. Bonjour. Les échantillons du sol ou des eaux sont aussi appliqués. Attendez. Les échantillons de sol ou des eaux sont aussi appliqués ces règles. Par exemple, si un chercheur a trouvé une souche de bactérie à partir d'un échantillon provenant d'un autre pays. Oui. Et deuxième question, si un chercheur en France fait cette découverte à partir d'un produit exotique vendu en France, comment les règles APA doivent être appliquées? Alors, je réponds globalement. D'abord, on m'entend là? Oui? Oui, oui. Oui. Donc, si vous trouvez une souche bactérienne à partir d'un échantillon provenant d'un autre pays, à tous les coups, il faut que vous mettiez en conformité, en accord, en contact avec ce pays qui sera considéré comme fournisseur pour savoir dans quelles conditions vous pouvez l'utiliser. Et là, on en revient à la démarche que j'ai indiquée. Si ce pays est parti au protocole de Nagoya, bon, ça simplifie les démarches, vous avez vu, le PIC, le MAT, etc. S'il ne l'est pas, vous avez sur le net de toute façon ces coordonnées, les coordonnées du point focal, et vous vous renseignez dans quelles conditions pourrais-je utiliser cette ressource en la décrivant. Vous avez tous les détails donnés, bien sûr. Donc, il faut effectivement faire les démarches si cet échantillon provient de notre pays. Ça, il n'y a aucun problème. Ce qui compte dans toute opération, c'est identifier quel est le pays fournisseur. Et le règlement, qu'il soit type protocole Nagoya strict ou autre réglementation, c'est le pays fournisseur qui la détermine et c'est lui qui demande qu'elle soit appliquée. D'accord? Et si c'est un produit, je continue à lire la question, si c'est un produit exotique vendu en France, mais dont on sait d'où il vient, eh bien, ce n'est pas en France, au vendeur en France qu'il faut s'adresser, c'est savoir d'où il vient et même démarche, regarder si le pays qui en est à l'origine a des règles APA ou l'équivalent de règles APA et il faut les appliquer à ce moment-là. Donc, c'est la réponse à monsieur ou madame Chatin-Lys.
Parfait. Il y a une autre question qui est liée de la même personne. Quel type d'organisation, je pense, solliciter pour les autres pays? Ah ben, vous avez, j'en avais l'adresse, vous avez à peu près 180 adresses. Alors, il faut aller, je peux vous la retrouver dans une seconde, il faut aller, si vous mettez 3 secondes, je vous donne exactement l'intitulé. Je n'ai pas la... Vous allez sur le net, n'est-ce pas, Google, ce que vous voulez, et vous regardez, voilà, je vais trouver, l'adresse, vous faites liste des points focaux, focal points, list of, et là vous avez directement par ordre alphabétique les adresses, je le disais tout à l'heure, les adresses, l'adresse mail quand il y en a une, le plus souvent il y en a une, le téléphone, enfin la façon de pouvoir contacter l'organisme, l'autorité compétente dans ce pays avec laquelle vous aurez à faire les transactions pour obtenir la ressource que vous sollicitez et voir avec elle, cette autorité compétente, dans quelles conditions les avantages peuvent être répartis entre eux qui fournissent et vous qui allez l'utiliser. Donc, ces adresses-là, vous les avez sans problème sur le net en faisant list of focal points et vous verrez, vous l'avez tout de suite. Parfait. Ça va? Parfait. Donc, comme réponse, si tu vois. Eh ben, j'espère. Alors, lorsque les ressources se trouvent sur plusieurs pays, oui. c'est une question, c'est M. de Rognocourt qui me la pose. En général, on considère que c'est un des pays qui va être le pays fournisseur et c'est à lui à s'adresser aux autres pays pour mettre en forme la façon, le dossier correspondant. Ce n'est pas tous les pays concernés qui vont faire leur dossier particulier. Il faut qu'il y en ait un volontaire qui soit désigné pour coordonner les données, qu'elles soient d'accès ou de partage, des ressources en question, même si ces ressources se trouvent dans plusieurs pays. Donc, il faut une coordination de l'opération. Et c'est un exemple qui arrive, une situation qui arrive relativement souvent. Donc, voilà, vous choisissez un pays. Enfin, c'est les demandeurs qui choisissent un pays coordonnateur. Et à ce moment-là, les autres s'alignent sur la façon de procéder, sachant que le pays demandeur officiel, délégué, si je puis dire, aura à gérer non seulement les relations avec le pays fournisseur, mais également les relations avec les autres pays utilisateurs. Parfait. On passe à la question suivante. Dans le cas de l'utilisation d'une protéine bactérienne pour développer et commercialiser un vaccin, si la bactérie d'origine RG n'est pas modifiée génétiquement, est-ce qu'il faut une déclaration APA? Alors, les produits d'expression des gènes, je l'ai dit, donc une protéine, c'est un produit d'expression de gènes, entre au même titre que le gène lui-même, que la ressource génétique elle-même, dans le protocole. La question, c'est de savoir si on va travailler à partir de cette protéine, mettons que si l'on fait une utilisation commerciale, à ce moment-là, vous êtes obligé de passer par la réglementation européenne et vous demandez une autorisation, non pas une simple déclaration, une autorisation, puisque là, je lis pour développer et commercialiser le vaccin correspondant, il faut demander l'autorisation et ça, vous le demandez au ministère de Transition écologique et solidaire et on vous répondra. Si vous avez un problème à ce niveau-là, demandez-moi et je vous dirai quelle est la personne la plus compétente au ministère pour vous répondre. Parce que là, c'est pareil, il faut connaître les interlocuteurs, sinon vous perdez un petit peu dans les arcanes des ministères sans problème. Donc, en principe, la réponse pour M. Karov, ça serait de dire oui. Merci. Ce n'est pas une déclaration, c'est une autorisation dans ce cas-là. Merci. Alors, la prochaine question. Les RG intègrent également les échantillons biologiques infectieux? Point d'interrogation. Oui, qu'ils soient infectieux ou pas infectieux. Ce qui compte, ce n'est pas tellement l'infectiosité, c'est le contenu de la ressource que vous sollicitez. S'il y a de l'ADN là-dedans, si c'est une ressource génétique, qu'elle soit infectieuse ou pas infectieuse,
ça n'a pas d'importance. Enfin, ça n'a pas d'importance. Vous voulez comprendre ce que je veux dire, M. Louis? C'est le fait que ce soit un échantillon biologique. Mais attention, commencez par regarder la liste des modèles. Vous verrez que est extrêmement, je vous dis, il y a plus de 1000 échantillons qui sont cités dans cette liste, dans ce décret de septembre 2019. Je vous envoie la référence exacte si vous voulez. Regardez, commencez par regarder si votre échantillon biologique entre dans le système modèle. Il y a des chances, parce que infectieux, donc soit c'est une bactérie, un virus, il y a toute une liste d'agents viraux ou bactériens qui sont hors système APA. Merci. Je vais passer à la dernière question, comme ça après on rebondira sur l'avant-dernière. Est-ce que ceci s'applique aux pays qui ne sont pas dans le protocole? Oui, je vous ai dit. Un pays qui n'est pas dans le protocole, il y en a 76 actuellement, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas une réglementation pour l'utilisation de ses ressources. Donc, c'est là qu'il faut vraiment commencer par contacter le point focal, l'autorité compétente, dire voilà, j'ai l'intention d'utiliser telle ressource qui se trouve dans votre pays. Est-ce que vous pouvez m'indiquer les conditions dans lesquelles je peux avoir accès? Et si j'ai accès, dites-moi ce qu'il faut faire pour établir le mode de partage des avantages qui peuvent en découler. Voilà. Et je répète, j'en reviens à la liste des points focaux, focal points, que vous trouvez sur le net facilement. Voilà. Je vous dis, quand vous avez un pays comme les États-Unis, où il y a quand même un peu de recherche qui s'y fait, le Canada, l'Australie, le Brésil, c'est le cas le plus typique, enfin un des cas typiques, qui dit bon, moi je suis pas parti au protocole. Par contre, je suis tout ouvert à toute collaboration, à nos ressources. Contactez-nous, on vous dira comment ça se passe chez nous, et puis on arrivera à trouver une solution. C'est pareil pour Israël, c'est pareil pour la Russie. Et l'Afrique du Nord probablement aussi. Donc, merci. Dans le doute, je répète, pour résumer, quand vous avez un doute, vous regardez si vous êtes, si votre modèle, si votre ressource est ou non l'objet d'une réglementation. Et si c'est un modèle, vous avez quand même de bonnes chances de tomber dans les 1000 ou plus modèles qui sont exclus, d'accord? 2, si vous avez vraiment, je ne sais pas très bien comment ça se passe, point focal, vous contactez par mail, par téléphone si vous pouvez, pour savoir quelles sont les conditions. Et 3, si tout ça est encore mal établi ou c'est long à venir, faites un mutual agreement, c'est-à-dire on signe un papier. Je vous répète, vous en avez des exemples, plusieurs exemples, qui se ressemblent tous plus ou moins, ou en français ou en anglais ou les deux, dans lequel le demandeur et le fournisseur signent le papier en disant voilà, on a pris contact, on essaie de trouver les meilleures solutions et de remplir le dossier le plus correctement possible. Donc faites ça. Bon, ça c'est le début, c'est le b.a.-ba. Puis alors après, bon, ben, il faut aller un peu plus dans les détails et se mettre totalement dans les clous. Merci. Et enfin, la dernière question, est-ce que le protocole de Nagoya a un lien avec les espèces en danger? Espèces en danger, il n'y a pas de définition d'espèces en danger. Il y a une définition des espèces domestiquées ou des espèces sauvages. Et donc, pour les espèces domestiquées ou les espèces sauvages, il n'y a pas de protocole à appliquer. Alors, une espèce en danger, il y a des chances qu'elle soit sauvage. Donc, enfin, j'en sais rien, après tout, elle peut être domestiquée aussi. Donc, il n'y a pas de protocole. Mais ça, toujours pareil, regardez de quelle espèce il s'agit. Il y a tellement, pour ça j'ai bien insisté, hein, je vous ai fait un survol. Il y a tellement de cas particuliers que chaque cas mérite d'être analysé individuellement et regardé. Et là, je répète, je peux vous aider à le faire pour répondre à coup sûr, enfin, de façon aussi certaine que possible à votre question. Et de toute façon, in fine, on a toujours le contact et on les a, nous. Donc, il n'y a pas de problème
avec les représentants et les interlocuteurs au ministère, qui eux-mêmes font une analyse de leur côté. On a déjà eu des cas comme ça, et ça va dans les deux sens. Je prends un exemple où on pensait qu'on devait faire une déclaration de ressources génétiques à l'université Lyon 1. Donc, on a contacté le ministère, et puis au bout d'un moment, on nous a dit non, mais finalement, ce n'est pas la peine. Donc, ça va dans les deux sens. Quelquefois, ceux qui disent oui, il faut le faire absolument, et d'autres fois, ils vous disent aussi honnêtement non, ce n'est pas la peine, ne le faites pas. Voilà. Mais vous en avez parlé, et donc, alors, un petit détail, tout échange de courrier, il n'y a pas uniquement les déclarations ou les autorisations et les documents qui vont avec qu'il faut conserver et conserver 20 ans, mais tout échange de courrier, d'où l'intérêt de, plutôt que de le faire par téléphone, de le faire par courrier, même par mail, email, conservez tout ça pour montrer que vous avez fait la démarche, vous avez eu le souci de vous préoccuper, de vous mettre en conformité, etc., etc. Mais je répète, là j'en profite, attention, l'ANR, même les contrats CIFRE, hein, puisque je parle des entrepreneurs, même les contrats CIFRE sont considérés comme relevant de la PA. Attention. Attention. Donc ça devient très, très délicat. Et maintenant, eh ben, il vaut mieux faire attention et se mettre dans les clous. Hein, parce que l'ANR en particulier va être très, très vigilante. Je peux vous en parler en connaissance de cause, je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. OK. D'autres questions? Est-ce que j'ai répondu? Dites-moi hein, si vous voulez d'autres précisions. Eh bien, c'était la dernière question. Bah, merci beaucoup, Alain. Je partage rapidement le sondage. Donc, vous avez été 96% à répondre oui. Donc, on va faire en sorte d'organiser un webinaire avec le témoignage d'un industriel pour aller plus loin. N'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a des questions que vous souhaiteriez aborder pendant ce webinaire, enfin des thèmes. Voilà, on reste à l'écoute. Eh bien, on vous souhaite un très bon appétit et puis à très bientôt pour les prochains webinaires. Au revoir. Au revoir à tout le monde. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin. On est là pour ça. Merci. Au revoir. Au revoir.